Je voudrais d'abord faire quelques constats, si vous le permettez bien. Nous plaçons toutes nos actions, qu'elles soient européennes, nationales, régionales, urbaines, dans le contexte du cadre général de l'Union économique et monétaire. Il est peut-être utile de rappeler que s'il n'y avait pas l'euro et l'Union économique et monétaire, nos situations européennes et nationales et locales se seraient empirées par rapport à ce que nous pouvons constater aujourd'hui. Si nous n'avions pas eu l'euro, nous nous trouverions en Europe dans une guerre fratricide entre les différentes monnaies nationales qui formaient le cortège de ce qu'il était convenu d'appeler le système monétaire européen. Après la crise irakienne qui a vu les États européens s'orienter dans des directions très souvent opposées, après les attentats de New York et de Washington, après quelques crises financières internationales, après la faillite et l'affaissement de Lehman Brothers, après la crise des subprimes aux États-Unis, après les crises économico-financières qui s'en ont suivi, l'euro a protégé les économies européennes et l'Europe dans son ensemble. S'il n'y avait pas la discipline qu'impose la monnaie unique, les banques centrales nationales, si nous étions restés avec 17 monnaies nationales, n'auraient pas pu formuler une réponse cohérente et conséquente, et donc il y aurait une guerre d'appréciation et de dévaluation entre les devises européennes, celle du Nord grimpant vers les cieux, celle du Sud descendant dans les enfers, et donc le chômage serait plus élevé, les taux de croissance déjà faibles seraient encore plus faibles, au lieu de voir les sous-économies de la zone euro trouver un arrangement réglementé entre elles. Nous aurions assisté à l'affrontement parfois mortel des économies nationales si nous étions restés avec les monnaies nationales que nous avions avant le 1er janvier 99. Nous avons vécu au cours des années écoulées des débats superficiels, superflus et très souvent nocifs. Rappelez-vous, il y a une année, le débat ambiant était celui qui posait en interrogation publique la question de savoir si oui ou non l'euro pourrait subsister au choc auquel il était soumis. Il y a une année, on s'interrogeait sur la survie possible ou la mort subite de la zone euro. On discutait sur la place publique des hypothèses malsaines comme celle qui voulait qu'un pays, notamment la Grèce ou plusieurs pays, pourraient être invités à quitter la zone euro ou devraient être éjectés de la zone euro. On assistait à un débat féroce entre ceux qui voulaient établir une ligne de démarcation entre les pays du Nord, soi-disant vertueux, et les pays du Sud, soi-disant insuffisamment sérieux. Tous ces débats, heureusement, aujourd'hui, sont derrière nous, puisqu'il n'y a plus de paris qui sont faits sur la survie et sur la mort de la zone euro. Personne ne doute de la capacité de l'euro de survivre à tous les défis qui sont actuellement les nôtres, et l'hypothèse d'un rétrécissement du nombre des États membres participant à la zone euro a totalement disparu des débats publics. Au contraire, nous sommes à nous interroger s'il ne conviendrait pas d'élargir davantage le nombre des États membres de la zone euro. Je le dis parce que j'ai pu suivre avec l'attention qui est requise dans le chef de celui qui fut président de l'Eurogroupe. Je le dis parce que le comité des régions, sur toutes ces questions-là et sur toutes ces interrogations-là, était d'une conséquence et d'une cohérence exemplaire, puisque le comité des régions a toujours appuyé le bon sens, qui a ceci de particulier qu'il est réparti d'une façon très inégale en Europe, mais au moins au niveau du comité des régions, il peut être rencontré sous sa forme
la plus dense. Nous aurions eu des débats que nous n'avons pas eus. Vous vous rappellerez sans doute d'un rapport des présidents Van Rompuy, Barroso, Draghi et de moi-même qui date du 5 décembre 2012 sur l'avenir de la zone euro, sur l'ameublement futur de l'ambition monétaire et économique de l'Europe. Ce rapport, auquel le comité des régions a applaudi, n'a pas connu les suites que nous aurions souhaitées, et le débat qui aurait dû s'en suivre n'a jamais eu lieu avec une maturité suffisante. Autre constat, le fait régional est en train de gagner en importance. Vous ne demanderez pas à un Premier ministre luxembourgeois de parler des régions. Il me paraît très difficile de sous-régionaliser le Grand-Duché de Luxembourg, bien que la Commission y fasse parfois, y prête parfois une attention malsaine. On m'explique que sur le trottoir de droite, on peut subventionner à 20% et sur le trottoir à gauche de 10%, par force de vouloir à tout prix régionaliser même les très petits ensembles, mais là encore, le bon sens l'emporte sur une réalité qui n'existe pas. Mais le fait régional, lui, gagne en importance. Je suis convaincu que d'ici 20 années, la compétition ne sera plus entre les États et entre les nations, mais la grande compétition sera entre les régions d'Europe. L'appréciation du nombre exact des régions européennes diverge d'un orateur à l'autre et d'un auteur à l'autre, mais je peux facilement m'imaginer que d'ici 20-30 années, la grande compétition européenne se jouera entre au moins une centaine de régions européennes. Les régions, elles, l'ont bien compris, l'ont bien vu, parce que déjà, elles sont en train de se regrouper entre sous-régions. Nous avons chez nous, je prends l'exemple de mon pays, une région que nous appelons, puisque nous n'avons pas peur de la mégalomanie, la grande région qui est constituée par la Wallonie, par la Lorraine, par le Grand-Duché, par la Rhénanie-Palatinat, par la Sarre et par la communauté germanophone de Belgique. C'est une région de 11 millions parce que nous pensons que cela doit être une compétition vertueuse, ce qui donne de l'importance à cette autre notion qui m'est chère depuis les années 80 et qui consiste à dire que nous avons besoin en Europe non seulement d'une cohésion sociale, mais également d'une cohésion territoriale qui très nécessairement passe par l'action combinée et de l'Europe et des États et des régions et des villes. Si nous avons à l'esprit que 65% des investissements en capital sont générés par les régions et par les villes, nous constatons en le disant que le fait régional déjà aujourd'hui et en termes économiques et sociaux a une importance tout à fait capitale, puisque la plupart des investissements drainés par les régions et par les centres urbains gravitent autour de l'environnement, de l'éducation et des politiques sociales. Et j'applaudis des deux mains à cette réhabilitation reconnue des régions, dans la mesure où les régions disposent au niveau de nos concitoyens d'un degré d'approbation et de confiance qui est largement supérieur à la confiance et à l'appui des opinions publiques et des peuples d'Europe. Nos concitoyens aiment la proximité immédiate, aiment le milieu qu'ils connaissent pour le traverser au quotidien, et donc les régions rassurent, elles rassurent plus que ne rassurent les États, et par conséquent, accorder l'importance que vous accordez au fait régional est une évidence et d'aujourd'hui et d'une façon accrue demain. Vu l'importance économique, budgétaire, sociale des régions et des villes, des centres urbains, vu l'importance en termes quantitatifs et qualitatifs de l'investissement régional et de l'investissement urbain, vu, puisque nous sommes également aux prises avec une crise bancaire d'envergure, vu l'importance des banques régionales, il est évident à mes yeux
que les régions et que les villes doivent trouver une meilleure place dans ce qu'il est convenu d'appeler le semestre européen qui donne son cadre à toutes les marches européennes et notamment de la zone euro. Je voudrais donc que dans son examen annuel de la croissance, la Commission accorde l'importance qui lui revient à l'examen des effets que produisent les politiques de consolidation sur les politiques régionales et sur les politiques locales. D'ailleurs, la Commission, dans plusieurs de ses rapports et avis, a su insister sur cette dimension importante de nos politiques européennes. Je voudrais que les efforts des États membres nationaux, des États membres de la zone euro, soient davantage dirigés vers la reconnaissance du fait régional lorsqu'il s'agit de préparer les programmes de stabilité et de croissance, lorsqu'il s'agit de préparer les programmes de convergence, lorsqu'il s'agit de préparer les programmes nationaux de réforme, lorsqu'il s'agit de formuler les lignes directrices en matière d'emploi, il serait sage et indiqué et recommandable que l'on prenne davantage en compte le fait régional, puisque les régions et les villes sont devenus des acteurs économiques et sociaux de première importance, et donc la concertation pour alimenter le débat sur le semestre européen doit être localisée au niveau national. Les gouvernements nationaux et les régions nationales et les centres urbains et les collectivités nationales doivent, pour préparer ce grand débat européen, trouver un théâtre où affronter les opinions parfois divergentes entre les États nationaux et les entités subnationales. La même remarque s'appliquant d'ailleurs à une bonne application du traité fiscal que nous venons d'adopter. Là encore, les régions ont un rôle primordial à jouer. La même remarque s'appliquant également aux arrangements contractuels que peut-être nous allons mettre en place pour qu'en matière de réforme structurelle, nous puissions trouver un terrain d'analyse et d'action commune entre la zone euro et les sous-économies de la zone euro. Là encore, lorsqu'il s'agit de trouver un arrangement contractuel en matière de réforme structurelle avec les États membres de la zone euro, une place privilégiée doit revenir aux régions. La même remarque s'applique aussi lorsqu'il s'agira de mettre en place une capacité budgétaire propre de la zone euro. Là encore, on ne pourra pas agir convenablement si on n'introduit pas dans le système de réflexion le fait régional et le fait urbain. Ce qui m'amène à dire qu'il faudra que nous consacrions un autre exercice de réflexion approfondie à la nécessité que je vois d'augmenter, d'améliorer la capacité d'absorption des fonds structurels par les différentes régions et entités subnationales au niveau de la zone euro. Voici, Monsieur le Président, quelques remarques liminaires que je voulais faire en style de télégramme pour laisser aux soins de mon ami Michel l'exposé du détail ardu des politiques qu'il s'agira de mettre en place ou de maintenir en vie, et puis à Werner Hoyer, président de la Banque européenne d'investissement, qui est le partenaire vertueux des régions, le grand ami des régions. Merci pour votre attention.